Mes chers amis, voici le deuxième épisode de ma série consacrée aux infiltrés dans les organisations. Je vais aujourd'hui vous parler de comment les reconnaître. Le premier numéro était consacré, je vous le rappelle, ne le manquez pas, à quelles sont les fonctions d'un infiltré, à quoi sert un infiltré pour la police. Aujourd'hui, je vous dis comment les identifier. Et au prochain épisode, je vous dis comment les traiter. Alors, comment identifier un infiltré? Alors, je vais vous faire une séance assez anecdotique, mais je vais essayer de l'expliquer, d'organiser ma théorie de la reconnaissance de l'infiltré autour de deux moments. Mon premier moment va être une espèce de théorie générale de l'infiltré, et mon deuxième moment va être une technique d'identification de l'infiltré, pour vous aider à avoir la certitude, la conviction profonde et même les preuves que la personne que vous soupçonnez est une infiltrée. Alors, je pourrais sur ce point tenir des heures. Alors, je vérifie tout de suite l'heure pour être sûr de ne pas déborder. Ce que je voudrais vous dire sur ce point, c'est que, premier point, la théorie générale, ma théorie générale de l'infiltré, c'est que l'infiltré se reconnaît au fait, dans 99% des cas, on reconnaît un infiltré au fait qu'il est une improbabilité statistique. Cette improbabilité statistique, elle s'explique, c'est que lorsque vous fabriquez des gens qui sont sous couverture, surtout s'ils sont à temps plein, vous fabriquez forcément des gens qui doivent être passe-partout, avec des trous dans le CV ou des choses totalement étonnantes. Voilà. Et donc, vous êtes obligé de faire une espèce de patchwork, si vous voulez, de vie. Je prends l'exemple, moi j'ai connu un infiltré, vous savez que j'ai eu un engagement maçonnique, j'ai connu un infiltré, moi j'étais dans une loge, je suis un traditionnaliste, je ne suis pas un gauchiste, vous le savez, donc moi j'ai été dans une loge très traditionnelle, mais j'étais aussi souvent invité dans une loge déiste, j'étais dans une obédience déiste, la Grande Loge de France, j'ai été aussi invité très souvent au Grand Orient dans une loge très à gauche, loge dite d'élite. Et ma grande surprise, si vous voulez, c'est que dans la loge traditionnaliste où j'étais, il y avait un frère qui parlait très peu. Je ne dirais pas plus d'éléments biographiques sur lui, si ce n'est qu'il fumait le cigare, il avait des costumes très bien coupés et une BMW flambant neuve. Il venait en voiture assister aux tenues, ce qui était déjà une anomalie. Donc c'était une loge parisienne et il habitait en banlieue, ce qui est possible, mais il aurait pu statistiquement dû faire le choix d'être dans une loge de banlieue. Il a été dans une loge à Paris. Mais pourquoi pas? Bon, ce sont des choses fréquentes. Bon. Mais il y avait une première anomalie statistique, c'est qu'il était très silencieux et il avait un train de vie ostentatoire, ce qui en maçonnerie, en tout cas à la Grande Loge de France, ne se fait pas complètement. Bon. Accessoirement, il était le mandataire financier, en tout cas se présentait à ses heures perdues comme mandataire financier d'un grand candidat de gauche au présidentiel. Et là, vous avez une anomalie statistique marquante. C'est que vous avez quelqu'un qui est plutôt jeune, qui a un métier dans une grande entreprise publique, de réseau, et ça c'est déjà un indice. Son métier était d'être consultant dans cette entreprise de réseau. Consultant, ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà un gars qui en plus avait un train de vie élevé, venait dans une loge maçonnique traditionnelle où il ne disait rien, il ne prenait jamais la parole, il ne planchait pas, il ne travaillait pas, comme on dit en maçonnerie, et il était candidat, mandataire financier, donc homme de confiance, d'un candidat très à gauche, d'une personnalité politique très à gauche. Et c'était, si vous voulez, il y a une vraie anomalie à être à la fois dans une loge déiste, très traditionnelle, et d'être dans un mouvement très à gauche. Et ce gars, je l'ai revu un jour par hasard dans la loge du Grand Orient qui m'invitait régulièrement. Et là, vous vous dites, c'est quand même bizarre qu'un gars dont le métier n'est pas clair
et un niveau de vie manifeste très élevé, et cumule en même temps le soir des activités maçonniques plutôt très sacrées, ou en tout cas très attachées à la transcendance, et en même temps défendre un candidat qui est un athée convaincu d'extrême gauche, alors que la loge à laquelle j'appartenais était, soyons clairs, une loge de droite, il y avait très peu de gens de gauche. Là, vous vous dites, c'est bizarre, c'est une anomalie statistique. Et en plus, je le retrouve au Grand Orient, c'est quand même bizarre. C'est un exemple, parmi d'autres, d'infiltration probable. Dans le cadre de vos activités, il faut que vous ayez systématiquement la question de « c'est quand même bizarre, ce gars-là », voyez. Pourquoi je vous parle de cet infiltré que j'ai rencontré en maçonnerie, ou de ce probable infiltré que j'ai rencontré en maçonnerie? Parce que, à un moment donné, vous voyez bien que ce gars-là, sa couverture, il avait plusieurs couvertures, plusieurs rôles à jouer, puisque espionner la maçonnerie, ce n'est pas un job à temps plein. Espionner un candidat à la présidentielle aux fonctions de mandataire financier, donc qui permet de tout savoir sur son financement, tout savoir sur ses donateurs, c'est pas non plus un job à temps plein, en tout cas ça ne l'est qu'au moment des élections, et donc ce gars-là, il avait plusieurs identités à avoir. Voilà. Et j'imagine que dans l'une des couvertures qu'il devait avoir, il y avait possesseur d'une BMW, beau modèle, flambant neuve. Et donc, à un moment donné, le fait du patchwork nécessaire pour fabriquer une couverture fait que vous avez face à vous des gens qui sont un mélange de genres permanent et qui produisent une anomalie statistique. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la majorité des cas, l'infiltré, vous le reconnaissez au fait qu'il a une vie qui n'est pas courante. C'est pas comme vous et nous. Et donc, lorsque vous examinez la vie des gens et que quelque chose vous intrigue en disant « Ah, il a de la chance, celui-là », vous avez un premier indice qui a quelque chose qui n'est pas clair. Je vais vous prendre quelques exemples. J'ai connu au Parti Pirate des gens j'étais au Parti Pirate aussi, des gens qui présentaient de vraies anomalies statistiques, c'est-à-dire qu'à 30 ans, ils étaient pirates, hein, avec des cheveux longs, ils étaient propriétaires de leur appartement dans Paris, instituteurs qui avaient bénéficié d'une mutation, d'une affectation à côté de chez lui, à 30 ans, et qui par ailleurs avait fait régulariser sa femme dès l'arrivée de la gauche, hein, et le mercredi, il tenait un cabinet de sophrologie. Ce qui est totalement illégal, est une faute professionnelle passible de licenciement dans la fonction publique. Ça, c'est une anomalie statistique. C'est-à-dire que vous vous dites, mais qu'est-ce qu'un pirate? C'est-à-dire un mec anti-système. Comment fait-il pour faire régulariser sa femme dès l'arrivée de Hollande au pouvoir? Comment fait-il pour avoir un appartement à Paris, bel appartement? C'est déjà anormal, mais après tout, ça peut être un héritage. Mais comment se fait-il qu'il a pu bénéficier d'une mutation près de chez lui ou d'une affectation près de chez lui, alors que c'est quelque chose qui est extrêmement recherché à Paris et que c'est réservé généralement à ceux qui ont des points de barème. Voilà. Donc là, vous vous dites, c'est bizarre. Et quand je voyais son comportement, je voyais bien que sa logique était d'empêcher le parti de pirate de se développer et de le maintenir dans une espèce de bulle. Et là, vous comprenez que le gars, il est payé à ses heures perdues pour aller bloquer le truc. Et qu'en échange, il bénéficie on va régulariser ta femme, on ferme les yeux sur tes activités privées, et que sais-je encore. Donc, ça signifie que les gens qui, à un moment donné, ont une vie bizarre, ont tout sous la main, ont beaucoup plus de facilité que vous pour vivre, n'ont pas plus d'argent, mais le système tourne pour eux beaucoup mieux que pour vous, il faut que vous disiez « c'est bizarre ». Et donc, une fois que... Alors, je vais le faire en étapes. Comment on fait pour se rendre compte que quelque chose est bizarre? Je vois bien qu'il y a des tas de gens, des tas de militants idéalistes, utopistes, des petits bourgeois bien élevés,
qui n'osent pas poser de questions, qui se disent il faut faire confiance, faut pas être parano, et puis de toute façon, voilà, on va pas être indiscret avec les gens. Ça, c'est un point number one qui pose problème, c'est-à-dire que vous ne pouvez mesurer les anomalies statistiques autour de vous que si vous êtes curieux et fouineur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous rencontrez quelqu'un, il faut que vous vous posiez les bonnes questions. Ces bonnes questions, elles sont assez simples. C'est d'abord les conditions de la rencontre. C'est est-ce que la personne qui vient vers vous, vous avez sollicité son amitié, le lien avec elle, ou bien est-ce qu'elle vient vous le proposer spontanément? Si elle vient vous proposer spontanément, de façon bizarre, vous pouvez penser que c'est du tamponnage en bonne et due forme par les services. La deuxième chose que vous devez faire, et donc ça doit éveiller immédiatement votre méfiance, c'est-à-dire que la probabilité que vous tombiez sur un infiltré que vous sollicitez est infiniment plus faible que la probabilité de tomber sur un infiltré qui vous sollicite. Vous comprenez que si c'est vous qui choisissez quelqu'un au hasard, c'est beaucoup plus compliqué de truquer le jeu que si c'est la personne qui vient vers vous proposer son aide. Deuxième chose, il faut systématiquement vous poser la question de quoi vit la personne. L'argent est fondamental. Il faut que vous demandiez aux gens de quoi ils vivent, quel est leur métier, comment ils font pour croûter chaque jour. Et poussez plus loin, où habitent-ils, à quoi ressemble leur appartement, faites-les parler, mine de rien. Parce que si vous tombez sur quelqu'un qui vous dit, je vais vous faire rapidement la liste des cas anormaux. Quelqu'un qui vous dit que, c'est pas clair, vous ne comprenez pas de quoi il vit. 2, qui change de version. Donc moi, j'aime bien poser plusieurs fois la même question. Je m'arrange pour que ce soit au détour de la conversation. Mettez de l'alcool dans les verres, ça délie souvent les langues. Au détour de la conversation, on fait copain-copain, et vous dites « Ah bon, tiens !» Relevez les informations que les gens vous donnent sur leur vie quotidienne. Vous comprenez que si quelqu'un vous dit qu'il est chômeur, cas classique, je suis chômeur, je vous donne les cas les plus courants de mensonges pour couvrir un infiltré. Je suis chômeur. Mais il arrive dans une voiture flambant neuve, où il vous parle de ses dernières vacances aux Maldives, ou en discutant, t'as déjà visité la Grèce, et le gars vous explique qu'il a fait le tour du monde. À un moment donné, vous dites, voilà un chômeur qui fait le tour du monde, c'est quand même bizarre. S'il vous parle de tous les grands vins qui existent c'est quand même bizarre. Voilà. Autre cas de figure, je suis intermittent du spectacle. C'est le fourre-tout habituel des services. L'intermittent du spectacle, artiste, comédien, etc., et qui vous explique que lui, il a envie de savoir, qu'il a envie de s'investir, etc. Là, vous pouvez vous dire, là aussi, c'est bizarre. Donc, troisième cas de figure, assez courant dans les services, c'est le prof, voilà, c'est le prof en dispo, le prof en invalidité, le prof en arrêt maladie, le fonctionnaire en arrêt maladie. Et là aussi, vous pouvez vous dire, pourquoi pas, il y en a beaucoup, mais quand vous discutez, vous dites, ah bon, mais ton invalidité, c'est quoi? Ou ton incapacité temporaire de travail, c'est quoi? Si vous dit, ah bah oui, mais en fait, je fais une dépression nerveuse et que vous le voyez tout guilleret, posez-vous la question. Comment se fait-il que quelqu'un qui sort d'un burn-out, la couverture classique, non mais là je suis en burn-out, là je suis en transition professionnelle. Voilà. Et là vous vous dites, mais c'est quand même bizarre. Il est en transition professionnelle, mais il a le temps d'aller méditer partout, il ne cherche pas de boulot. Je ne le vois pas complètement dépressif, je ne le vois pas complètement aux abois, et il m'a l'air au contraire très heureux, et il est en dépression nerveuse. Ou, non mais j'ai un tel truc, là, je sors de mon cancer ou je ne sais pas quoi, et puis vous vous dites, tiens, c'est quand même bizarre, je n'ai pas le sentiment qu'ils sortent d'un cancer. Donc, si vous voulez, dans ces situations, il faut que vous, systématiquement, vous interrogiez sur les anomalies statistiques de la personne et que vous répondiez à la question de quoi il vit.
Et s'il y a un loup, si c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Si vous ne comprenez pas le mode de vie de la personne, c'est qu'il y a quelque chose de caché. Je vous donne un exemple. Au moment des Gilets jaunes, j'ai été happé par les Gilets jaunes à une époque. Je m'en suis tenu rapidement à l'écart parce que j'ai dit tout ça, ça pue. Je suis convaincu que les Gilets jaunes ont échoué parce que les services ont fait ce qu'il fallait pour les faire échouer. Mais je me souviens d'une réunion secrète de Gilets jaunes avec tous les chefs Gilets jaunes, tous les vrais chefs, en tout cas la moitié des chefs des Gilets jaunes. Et je vois à un moment donné, au début de la réunion, un gars, regardez mon premier épisode, je vous donne la technique, un gars qui dit « Oui, alors je voudrais savoir qui ici pense comme ça. » Voilà. Et ça, c'est une technique d'infiltré classique pour évaluer le rapport de force dans la salle et savoir comment se positionner pour agir, pour influencer l'opinion et pour agir sur les rapports de force internes pour bazarder la réunion. Et ce gars, donc à l'époque, il était présenté comme responsable humanitaire. Pourquoi pas, en province. Mais la probabilité qu'un gars qui utilise des techniques trotskistes soit responsable humanitaire dans une ville de province que vous ne connaissez pas, c'était faible. Mais moi qui ai fréquenté ce petit univers, je disais, il a quand même des techniques, ce gars-là. Bon. Mais ça, c'est pour le niveau 2 de la formation. Et il se trouve que ce même gars, je le retrouve plus tard dans un mouvement politique naissant qui était proche des milieux maçonniques et qui se prétendait comme libéral. Et là, il n'était plus responsable humanitaire d'une association humanitaire, il était patron d'une entreprise de travaux. Et là, vous vous dites, mais c'est quand même bizarre, changement de couverture, changement d'univers, changement de couverture. On passe des gilets jaunes où il est « j'ai un métier de gauche », un mouvement politique plutôt de droite, centre-droit, on va dire, où là, il devient patron d'une entreprise. Je l'ai revu après dans l'univers Covid, où là, il avait encore changé de métier. Ça, c'est des infiltrés, ça, c'est des couvertures. Si à un moment donné, vous n'avez pas la curiosité de vous dire « Ah bon, mais t'es responsable humanitaire ou de Ciplou-les-Oies, mais c'est quoi ton association? Mais elle fonctionne comment? Ah bon, mais c'est quoi le budget ?» Si vous ne posez pas de questions, vous ne saurez pas. C'est à force de poser des questions, et plusieurs fois au fil des conversations, les mêmes questions, que vous allez vous dire « Tiens, j'ai pas eu la même version. Il y a 3 semaines, il me disait pas ça. » Voilà. C'est comme ça que vous allez vous apercevoir que les gens sont des infiltrés. Dans la pratique, vous les reconnaissez à une troisième chose, c'est qu'ils posent beaucoup de questions sur l'organisation et qu'ils vont beaucoup au renseignement. Et ça, lorsque vous avez quelqu'un qui essaye de jouer ami avec vous, dont vous ne comprenez pas le parcours, où vous dites, alors les gars parfois d'ailleurs en font un argument, vous dites, moi j'ai fait tel truc, j'ai commencé, j'étais à Paris, j'ai été patron de tel bidule, j'ai été directeur de tel machin à l'autre bout du monde, et maintenant je vis dans un trou, mais je m'investis, etc. Vous dites, c'est quand même bizarre, le mec il a fait beaucoup de choses dans sa vie. C'est un indice. Voilà. Et donc, il faut que vous grattiez et il faut qu'au fil du temps, vous fassiez ami avec eux pour les faire parler le maximum sur leur parcours et pour noter les incohérences dans leur parcours. Et surtout, essayez de comprendre quel est leur niveau de vie et d'où vient l'argent. C'est comme ça que petit à petit, vous allez pouvoir vous dire, là, il y a quelque chose qui ne colle pas. Règle absolue, vous devez en permanence être en train de vérifier, de vous interroger, de faire du renseignement sur les gens qui vous entourent. Vous rentrez dans un monde de grands fauves, oubliez la confiance des bisounours, bienvenue dans le monde de la vigilance. 3e épisode, comment gérer les infiltrés.